Bienvenue dans toutes les France. 12 jours après le début des opérations militaires françaises au Mali, les islamistes armés sont-ils sur la voie de la défaite? Élément de réponse avec nos invités. Aujourd'hui, Jean-Pierre Filiu, vous êtes historien, professeur des universités à Sciences Po, l'Institut d'études politiques de Paris. Vous êtes auteur du Nouveau Moyen-Orient, publié aux éditions Fayard. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. On peut signaler également le numéro spécial du magazine mensuel L'Histoire, le Sahara, consacré au Sahara, 5000 ans de géopolitique, et vous avez participé à ce numéro spécial à travers un article sur ACMI, que vous connaissez très bien. Merci infiniment d'être avec nous. À vos côtés, monsieur Vincent Desportes, vous êtes ancien directeur de l'école de guerre, professeur associé à Sciences Po, auteur de nombreux ouvrages également, dont La guerre probable aux éditions Economica. Merci d'être avec nous aujourd'hui. De l'autre côté de notre plateau, monsieur Vincent Hugeux, vous êtes grand reporter au service Monde de l'Express, auteur entre autres de Afrique, le mirage démocratique, CNRS édition, et un ouvrage collectif qu'on peut signaler également, Les derniers jours des dictateurs, auquel vous avez participé, qui est publié aux éditions L'Express Perrin. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et à vos côtés, Mams Yafa, vous êtes vice-président de la Fédération Deuxième Génération, qui est une association de franco-maliens. Vous êtes plutôt dans le domaine artistique d'ailleurs, puisque vous avez un studio, le studio Bouglan, et vous aidez un certain nombre d'artistes à s'exprimer. D'ailleurs, François est en partenariat avec le DVD récemment sorti. Merci d'être avec nous aujourd'hui dans toutes les France. Jean-Pierre Filiu, cette opération a démarré. Est-ce que la France l'avait préparée? Parce que elle était un peu surprenante, elle est arrivée de manière soudaine, mais en même temps, il y a eu quand même un dossier présent. On a parlé d'intervention avec les forces africaines depuis un certain nombre de mois. Est-ce que l'armée française était préparée à cette opération? Elle l'a prouvé au cours de ces derniers jours, mais effectivement, le calendrier a été accéléré par la tentative des djihadistes de sortir de la zone qu'ils contrôlaient depuis environ un an et d'effectuer une percée vers le sud, d'abord vers Mopti et peut-être vers Bamako. Donc du coup, la France a été appelée à l'aide par les autorités maliennes pour leur demander de donner un coup d'arrêt à cette percée. Et on voit qu'aujourd'hui, le calendrier vertueux qui était prévu, avec arrivée des forces africaines, formation d'unités maliennes pour repartir vers le nord, a été tout à fait chamboulé et se met en place de manière un peu inversée sous la contrainte des événements. Vincent Hugeux, il y a un cadre qui permet à la France d'intervenir à l'appel d'un État, notamment le Mali. S'agissant de la légalité internationale de cette intervention, elle ne fait pas l'ombre d'un doute. Je pense que c'est une intervention qui est justifiée tant sur le plan du droit que sur le plan de la morale et de la morale politique. Pour le reste, il est vrai qu'il y a eu une sorte d'affolement de l'échéancier. Souvenez-vous, on parlait il n'y a pas si longtemps encore, dans le meilleur des cas, d'un déploiement à l'horizon automne 2013. Tant il apparaît difficile, et ceci reste vrai d'ailleurs, d'assembler une force disparate avec différents contingents africains, supposés eux-mêmes encadrer et épauler une sorte d'embryon d'armée malienne ressuscitée, et de fait, il faut grosso modo réussir en 9 semaines ce qu'on avait plus ou moins prévu de programmer sur 9 mois. Donc il y a ce phénomène d'accélération, et pour le reste, en termes d'anticipation, les difficultés opérationnelles, et on y reviendra sans doute, étaient, je crois, plutôt connues, puisque je me souviens que dans tous les contacts qu'on a eus, notamment avec des experts de la planification militaire depuis des mois, on nous dit, première phase, dans l'hypothèse par exemple d'une reconquête des grandes villes du Nord, Gao, Tombouctou, Kidal, ça devrait ne pas poser de problème majeur. En revanche, quand on passera à une seconde phase, qu'il faudra le cas échéant aller chercher jusque dans les grottes et les replis du Grand Nord malien, les petites cellules djihadistes dispersées, on passera à une autre forme de guerre, elle aussi asymétrique d'ailleurs. Vincent Desportes, l'armée française connaît particulièrement bien ce terrain, et c'est un avantage par rapport à d'autres armées, notamment l'armée américaine par exemple? L'armée française connaît bien l'Afrique, en particulier bien sûr l'Afrique de l'Ouest. Ceci dit, l'armée française n'a pas fait la guerre dans le désert depuis très longtemps. Elle s'est engagée dans le désert en 1991 pendant la première opération en Irak, c'est ça. Et puis elle s'est engagée en Afghanistan, mais le théâtre est tout à fait différent. Donc je crois qu'il y aura une adaptation des armées africaines, armées maliennes. Il y aura aussi une nécessaire adaptation de l'armée française. Une armée ne
sait faire véritablement qu'un seul métier. Et l'armée française s'est focalisée pendant 10 ans sur la guerre en Afghanistan. Donc elle est capable de réagir, on l'a dit, elle a réagi très vite, avec une très grande efficacité, mais néanmoins elle-même devra adapter ses équipements, sa formation à la guerre longue qu'elle conduira dans celle du Mali. Vous dites en substance qu'il n'y a pas d'expertise spécifique de l'armée française pour ce qui est de cette région en particulier, qui est présentée comme une zone d'influence de la France. Non, ça n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit l'armée française n'a pas combattu pendant longtemps et avec de forts volumes dans cette zone depuis longtemps. Il y a évidemment une très forte expertise puisque nous avons nous-mêmes des conseillers militaires dans chacune des capitales de l'Afrique de l'Ouest. Donc il y a mais comme partout dans le monde, je suppose, qui s'est d'ailleurs dévoilée immédiatement puisque nous avons arrêté très rapidement ces colonnes djihadistes. Mais je dis et je maintiens que cette expertise va être mise à profit pour entraîner les troupes françaises qui vont s'engager et qui devront également elles-mêmes s'entraîner et se préparer à cette guerre, qui est une guerre nouvelle, une guerre de réseau, et qui va être une guerre longue et difficile. Est-ce que elle sera longue et difficile parce que ces djihadistes sont capables de se fondre dans la population et que, au-delà de l'opération plus classique qui a été menée, il faudra aller les traquer au milieu des habitants maliens? Ce qui va rendre la guerre longue et difficile, c'est d'abord l'espace. La partie nord du Mali, c'est 1,5 fois la France. On a très peu de troupes pour l'instant qui sont prévues. Si on additionne les troupes africaines et les troupes françaises, on arrive à 7000, ce qui est très largement insuffisant pour conduire cette conquête. Alors, comme vous l'avez dit, on pourra aller conquérir les villes, mais ça n'est pas le point. Le point, c'est d'éradiquer la menace. Et ça va être long, parce qu'on a un adversaire face à nous qui connaît très bien le terrain, qui sait se fondre dans la population, qui sait profiter du terrain. Et il faudra non seulement aller prendre les villes, mais il faudra les tenir, monter une manœuvre de renseignement, une manœuvre d'engagement, une manœuvre de destruction. Ce sera une manœuvre longue, une manœuvre compliquée, dans laquelle nous avons beaucoup d'avantages. Mais c'est une vraie guerre, avec toutes les difficultés qu'une vraie guerre peut poser. Alors, qui sont ces djihadistes? On va y revenir évidemment avec nos invités et Jean-Pierre Filiu, qui connaît particulièrement bien l'organisation AQMI. Reportage. Selon les services de renseignement, les islamistes qui occupent le nord du Mali seraient environ 3000. Qui sont-ils? Le plus connu et le plus menaçant des trois, c'est d'abord AQMI. Al-Qaïda au Maghreb islamique, dirigé par cet homme, l'Algérien Abou Zeid. C'est ce groupe qui détient les otages français. Ansar Eddine, lui, est un mouvement beaucoup plus local, dirigé par un Touareg converti à l'islam intégriste. Yad Ghali. C'est le mouvement armé le plus puissant du désert malien. Le Moudjahou, représenté par cet homme, Oumar Ould Amar, lui s'est spécialisé dans les trafics en tout genre, la drogue, mais aussi les otages. Quels sont leurs moyens? Missiles anti-aériens, kalachnikov, lance-roquettes, batteries anti-aériennes, des armes en partie pillées dans les stocks du colonel Kadhafi au moment de la révolution libyenne. Ils ont d'autres ressources qui viennent du financement du terrorisme, tels que le trafic de drogue, tels que les enlèvements, le kidnapping d'otages occidentaux. Et avec cet argent, ils ont pu également acheter des armes, faire du trafic d'armes et reconstituer un stock assez important d'armes modernes. Selon nos informations, les responsables militaires français ne s'attendaient pas à une telle résistance. Que veulent-ils? En unissant leurs forces, le but de ces trois groupes est très clair. Imposer sur l'ensemble du Mali la loi islamique, comme ils l'ont déjà fait depuis 11 mois dans le nord du pays. Et notamment ici à Tombouctou, en fermant les débits de boissons ou en lapidant ceux qu'ils accusent de ne pas respecter la charia. À terme, ces groupes pourraient depuis le nord Mali mener des attaques terroristes vers l'Europe et notamment la France, une menace qui pour les autorités françaises justifie pleinement la guerre engagée. Jean-Pierre Filiu, qui sont exactement ces djihadistes? Est-ce que leur présence au Mali est le résultat d'autres conflits? On parle des origines algériennes des djihadistes, mais aussi certains après le conflit libyen plus récent. Oui, effectivement, comme on l'a bien vu dans ce reportage, on a une coalition tout à fait disparate.
Et c'est peut-être le risque majeur de cette guerre qui sera évidemment militaire, mais qui est avant tout politique, c'est au fond de favoriser l'union sacrée entre des groupes qui ont des agendas très différents, mais qui se retrouveront dans le même front, dans la même tranchée. Alors, il y a des strates historiques successives. Il y a d'abord l'Algérie, comme vous l'avez rappelé. C'est fondamentalement une dérive de la guerre civile algérienne des années 90 et un repli sur le nord du Mali des héritiers de ces terroristes qui avaient ensanglanté leur pays, et ils sont de nationalité algérienne. Et puis il y a le programme Touareg qui lui ne cesse d'être ravivé depuis l'indépendance du Mali, et où un groupe qui était initialement nationaliste a au fond dérivé vers l'islamisme. Et puis il y a ce retour d'anciens mercenaires qui travaillaient pour le colonel Kadhafi et qui se sont débandés avec la chute de la dictature libyenne. Le tout sur fond de trafic extrêmement profitables qui ont permis à ces groupes d'engranger un arsenal et un trésor de guerre, c'est le cas de le dire, tout à fait considérable. Donc ils ont les moyens? Ils ont les moyens, ils ont le temps, ils ont l'espace. Et ce qui me fait nourrir quelque appréhension, indépendamment des difficultés du terrain lui-même, c'est que contrairement à ce que l'on peut croire, passé ce moment où effectivement ils ont été écrasés sous les frappes de l'aviation française, ils nous attendent sur leur terrain et ils voulaient nous y amener. Il est très important pour ces groupes. Nous sommes tombés dans le piège ? Je pense que nous n'avions pas le choix, sinon c'était le Mali qui s'effondrait, et Bamako qui aurait peut-être été l'objet d'une des plus grandes prises d'otages collectives de l'histoire. Mais il faut savoir que pour eux, il est fondamental de se retrouver face à face avec la France, qui joue un peu dans l'imaginaire djihadiste local le même rôle que l'Amérique au Moyen-Orient et en Asie. Donc ils nous ont face à eux, et cela, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est déjà une victoire pour eux. Même si Yafa, vous revenez du Mali, de Bamako plus exactement, quel est l'état d'esprit de la population ? Je dirais que la population malienne dans son ensemble, d'une part, déjà salue l'intervention de la France. Pour elle, c'était l'armée la mieux préparée, puisqu'on voit, ne serait-ce qu'avec la non-arrivée des troupes de la CEDEAO et de l'Union africaine, parce qu'à chaque jour il y a des rebondissements. Aujourd'hui on parle de financement de cette intervention, notamment de l'UA et de la CEDEAO, pardon. Ouais, mais c'est vrai que la population de Bamako était très inquiète, notamment au moment de la prise de Konan par les djihadistes, parce que Konan ça voulait dire tout de suite Ségou, Bamako. Les djihadistes sont complètement considérés comme une entité extérieure venant de l'étranger, ou est-ce que la présence de Maliens fait qu'il peut y avoir une adhésion de certains à leur cause, entre guillemets? Pour les Maliens, les djihadistes viennent de l'extérieur. Il y a eu des opportunistes, il y a eu le MNLA, il y a eu Ansardine, avec un jeu qui a été fait par certains États voisins, mais pour le Malien de base, les djihadistes viennent de l'étranger. Ils ont enrôlé en leur sein par des moyens de finance, parce qu'il y avait une extrême pauvreté, parce qu'à un moment donné, la France, le gouvernement précédent, a joué un jeu dangereux, notamment suite aux accords de réadmission, donc a coupé l'aide de développement, etc., etc. Ce qui a favorisé le fait que les djihadistes prennent du terrain. Et puis, je tiens à dire que pour nous, en tout cas, moi qui ai une vision moins scientifique de la chose, je pense que le premier combat qu'ils ont gagné, ça a été à la suite de l'arrêt du Paris-Dakar. On n'aurait jamais dû les laisser faire. Vincent Hugeux, ou le Paris-Dakar dans cette affaire? Oui, je me souviens que ça avait été l'objet d'une polémique assez intense à l'époque. Je dirais le débat classique entre l'impératif de sécurité, dès lors qu'il y avait un danger identifié, quoique diffus, et puis la volonté de ne pas précisément céder à ce qui est l'ébauche d'une logique de la terreur. Bon. Pour autant, par rapport précisément au recrutement, Jean-Pierre Filieu parlait tout à l'heure à juste titre de strates. Je crois effectivement qu'on peut aussi parler de cercles concentriques. C'est-à-dire qu'on peut être d'une certaine manière surpris par le
relatif nombre, la faiblesse du nombre du noyau dur. On dit 2000, 3000 combattants aguerris qui, pour certains d'entre eux, ont effectivement parfait leur expertise sur les fronts du djihad global. Bon. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, il y a eu des ralliements d'opportunités, de fait, Maliens. et puis maliens, et puis il y a eu effectivement ce troisième cercle. Je me souviens des élus locaux du Nord Mali ont attiré mon attention à plusieurs reprises sur le thème. Notre grande crainte, c'est que dans la durée, nous avons des jeunes qui, non pas du tout par allégeance pour les lubies idéologiques ou doctrinales des djihadistes, mais par impératif social, se voient promettre un toit, 2 repas par jour, une arme, le prestige, les prébendes qui vont avec. Donc il y a aussi, je crois, puisque Jean-Pierre Philippe parlait du travail politique, on parlait du travail de dissociation, d'ailleurs en partie chimérique, entre Ansar Eddin, les Touaregs maliens en quelque sorte, les bons djihadistes, avec les guillemets qui vont, et puis les irrécupérables, mais il y aura aussi un travail de dissociation à faire vis-à-vis de la population malienne. Il va falloir la convaincre qu'elle n'a pas d'avenir dans cet attelage contre nature. Mais quand vous dites la convaincre, c'est qu'elle pourrait basculer, en tout cas une partie de la population pourrait basculer. À l'instant même où nous parlons, lorsqu'il y a reconquête de localités qui ont été tenues occupées, c'est précisément le rôle que peuvent jouer des infiltrés qui ont réussi à bâtir des petits réseaux de gratitude, largement financés bien sûr, avec des informateurs locaux, etc. Et là, on va entrer effectivement dans une phase très classique de guérilla, où repli des centres urbains, mais la possibilité peut-être, avec l'aide d'un réseau d'information, de lancer des attaques ciblées sur un convoi, un ravitaillement, un petit groupe. Comment se comportent ces djihadistes sur le terrain? Nous sommes comme chaque semaine avec Julien Pain, vous êtes journaliste à France 24 et vous dirigez les Observateurs et nous faisons cette rubrique en collaboration avec la chaîne d'information internationale. Alors qu'avez-vous trouvé sur la toile comme vous le faites chaque semaine, Julien? Ce qui est intéressant, c'est qu'au nord du Mali, il y a justement très peu de journalistes. On sait assez peu de choses sur la façon dont ces groupes armés dirigent le pays. Donc nous, avec nos observateurs qui sont des simples amateurs, qui nous envoient quelques images, on a quelques bribes d'informations, et notamment les vidéos qui circulent beaucoup, ce sont les vidéos d'amputation. Car les islamistes mettent en scène leur justice, l'application de la charia, et on a récupéré des vidéos où on voit ces amputations. Les images sont bien sûr trop dures pour être montrées. Je vais vous montrer seulement des copies d'écran pour que vous ayez une idée du style de communication de ces groupes armés, car c'est de la communication. On a parlé à des gens qui ont assisté à ce genre de scène, on vient les regrouper dans le village, dans la ville, on prend les journalistes locaux et on leur met en scène l'amputation qui est barbare, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais on n'ampute pas avec une machette. C'est une entreprise de dissuasion de la population. C'est une entreprise de dissuasion, on n'ampute pas avec une machette et on couperait le membre de façon propre, on ampute au couteau en sciant. C'est long, c'est vraiment pour donner une image de barbarie tout simplement du mouvement et pour faire peur. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nos observateurs sur place nous ont dit que les habitants commençaient à se rebeller. C'est-à-dire que les jeunes, au moment des amputations, se regroupaient autour et commençaient à exprimer leur mécontentement, ce qui a poussé d'ailleurs les groupes terroristes à arrêter de le faire et à ne convoquer que les journalistes, parce que leur message, il était plus vers l'extérieur que vers l'intérieur. Alors, ce dont on discute beaucoup aussi sur la toile, c'est comment lutter avec l'armée malienne telle qu'elle est contre ces islamistes, car on sait que l'armée malienne, elle est mal équipée. Et elle est mal entraînée. En parlant avec des internautes de Bamako, on m'a donné une autre raison aussi pour laquelle cette armée malienne n'était pas compétente pour se battre dans le nord du pays. On écoute l'internaute que j'ai eu par webcam. On ne voit rien, on n'a aucune information sur le blackout. S'il y a eu le coup d'État contre ATT, c'est que l'information a été très mal gérée. Souvenez-vous, après l'attaque de Aguelok, des images horribles ont circulé sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux, de soldats maliens éventrés, égorgés. Donc cela a créé une peur bleue dans tous les esprits. Alors, si l'armée, avec les peu de moyens qu'elle a aujourd'hui, si elle arrive à remporter une victoire quelque part, alors on nous montre ces images. Ces groupes ont gagné la guerre de la communication. Ils font peur à tel point qu'il dit que les militaires maliens avaient peur d'y aller parce qu'ils avaient l'impression que ces groupes islamistes étaient des barbares qu'on ne pouvait pas arrêter. Je vais finir un peu en prenant le contre-pied de ce que je viens de dire et de montrer les effets néfastes de cette intervention sur justement les musulmans de Bamako. Je vais vous montrer une vidéo qu'on vient de récupérer, qui a été envoyée par un de nos observateurs, où on voit une interpellation
dans une mosquée de 13 terroristes présumés. C'est un voisin qui a appelé, il paraît qu'il y a un téléphone vert, un numéro vert à Bamako pour appeler et dénoncer les gens qu'on accuse d'être des terroristes. Et les gendarmes sont arrivés, ont interpellé ces 13 personnes qui effectivement sont habillées comme des islamistes, barbe longue et tenues traditionnelles. Ceci dit, les gendarmes n'ont trouvé aucune arme. Et ce que nous disaient nos observateurs, c'est que ce n'est pas le seul moment où ça s'est passé. Et à plusieurs reprises, ils ont noté qu'il y avait une dérive et une chasse à ce qu'on appelle les islamistes, qui sont peut-être simplement des croyants plus radicaux. Donc tout le monde peut être un djihadiste potentiel. Exactement, ils cherchent la cinquième colonne. Oui. Les gens qui seraient à Bamako pour fomenter l'insurrection. Le problème, c'est que si ça se fait avec un numéro vert, ça peut donner lieu à des dérives. Tout à fait. Jean-Pierre Filiu, vous mettiez en garde à plusieurs reprises sur le fait qu'il ne faut pas que cette action des djihadistes armés s'inscrive dans le cadre d'une cause plus globale qui est la défense d'une terre d'islam. Puisque nous avons noté à plusieurs reprises que quand c'était le cas, que ce soit en Irak, en Afghanistan, ça ne se soldait pas par, en tout cas, une victoire des forces occidentales. Comment éviter cela ? Alors c'est effectivement un défi très difficile à relever, parce que outre les raisons qui ont été rappelées sur la faiblesse de l'armée malienne, il faut dire la vérité, c'est-à-dire que ces réseaux djihadistes pendant des années avaient corrompu et étaient dans des relations de complicité mafieuse avec des responsables à Bamako. Donc la cinquième colonne, elle se trouve sûrement moins dans les mosquées habillées de façon à ce qu'on la repère à 200 km à la ronde, que dans certains palais, voire dans certains cercles militaires, où les djihadistes ont des complices, voire des parrains, avec lesquels ils partageaient le fruit de leur rapine. Et ça, c'est très inquiétant, parce que, au-delà de tout ce qu'on peut dire sur l'armée malienne, qui est accessoirement une armée putschiste, qui a renversé les institutions démocratiques du Mali indépendant, on est face à des problèmes de pénétration à cause de la corruption qui sont extrêmement inquiétants dans la durée. Alors, si nous apparaissons comme une armée, et je mets évidemment tous les guillemets que vous pouvez imaginer, d'infidèles qui viendraient polisser une terre d'islam avec... ou néocolonial. Je crois que le registre ne sera pas néocolonial. Il faut voir que depuis l'Afghanistan, depuis l'Irak, on est effectivement dans le registre du djihad, et que si du coup l'armée malienne apparaît comme au fond supplétive d'une armée française qui l'encadrerait, lui donnerait des ordres et au fond l'utiliserait en premier rideau pour les opérations de quadrillage, à ce moment-là, nous sommes dans une situation extrêmement délicate, et je crois qu'il faudrait mieux fixer les objectifs de guerre très tôt. Je pense que l'idée que nous pourrions éradiquer les cellules djihadistes du Mali est tout simplement une chimère. Utopie, selon Jean-Pierre Filiu. Vincent Ce que je voulais dire, c'est que Jean-Pierre Filiu a évidemment parfaitement raison. Il est tout à fait important que la France n'apparaisse pas en première ligne dans cette manœuvre qui va se monter vers le nord. C'est un peu tard, non ? Comment ? Pas du tout. La France a fait ce qu'on lui a demandé de faire. Elle était le pompier disponible. Elle a éteint l'incendie et elle l'a bien fait, et c'est bien. Maintenant, elle a une deuxième mission, d'ailleurs, qui a été clairement annoncée par le président de la République, qui est de formation de cette armée malienne. Et ensuite, l'armée malienne, avec les contingents africains, doivent remonter vers le nord. Mais ils ne pourront être efficaces qu'avec l'appui occidental, qui sera, j'espère, pas seulement un appui français. Mais on doit bien avoir une armée française qui est en deuxième échelon, qui va appuyer, qui va aider logistiquement en termes de renseignement, et qui ne doit pas remplir la mission des Africains à leur place. Mais est-ce que c'est réaliste ce que vous dites, connaissant ? Est-ce réaliste, votre analyse, connaissant les moyens des armées africaines et connaissant l'expertise de l'armée française? Je ne sais pas si c'est réaliste, mais c'est nécessaire. Ce qui suppose bien que la manœuvre ne soit pas lancée immédiatement, et qu'au fond, on va retomber dans le timing précédent, et qu'en fond, il n'y aura rien de sérieux avant l'automne prochain. De ce contingent disparate dont vous avez parlé, il va falloir constituer une entité opérationnelle homogène, capable de monter une manœuvre sur des milliers de kilomètres. C'est très difficile, Donc il va falloir rééquiper, réentraîner, leur apprendre la manœuvre, leur apprendre à travailler correctement avec les appuis qu'on va leur fournir. Il y en a pour des mois et des mois. Surtout que les djihadistes en face ne seront pas en train de regarder tranquillement
l'entraînement se faire. Alors, je crois que les djihadistes ne pourront pas faire grand-chose à partir du moment où on aura sécurisé la ligne du col de Cygne. Si vous voulez, c'est bien la mission des troupes françaises. Cet entraînement se fera dans les conditions correctes. Ce que les armées françaises occidentales ou de la coalition devront faire, c'est en même temps faire en sorte de renseigner dans la zone nord et d'essayer d'user par des actions de feu dans la profondeur autant que possible les forces adverses pour qu'elles n'aient pas la tentation de revenir vers l'avant. Dans le contexte acrobatique qui vient d'être décrit, il y a, me semble-t-il, quand même un atout qu'il faut exploiter avec finesse. C'est que, précisément, pour éviter le procès en tyrannie confessionnelle, post-coloniale, tout ce que vous voudrez, donc en fait le diktat des infidèles sur une terre d'islam, on doit s'appuyer sur ce qu'est l'essence même de l'islam malien. C'est-à-dire que ce sont eux qui ont vécu comme un écrasement, comme un asservissement, les règles du jeu totalement étrangères à leur culture qu'on a voulu leur imposer. Souvenons-nous simplement de ceci. Lorsque vous alliez à Tombouctou, il y a encore 18 mois, à l'entrée de la ville, vous aviez un panneau « Bienvenue dans la cité des 333 saints ». Car il y a un attachement profond pour des figures spirituelles, des guides qui jalonnent l'histoire qu'on se raconte de famille en famille, de génération en génération. Qu'est-ce qu'on a trouvé ensuite à la place de ce panneau ? Bienvenue, vous entrez ici dans le royaume de la charia. Et donc, lorsque vous avez la destruction des mausolées, lorsque vous avez la destruction de tout ce qui a figure humaine dans cette vision absolument dogmatique, réductrice, eh bien, c'est aussi vécu comme une mutilation. Alors, une mutilation qui n'est plus physique, cette fois-ci, qui est mentale, qui est spirituelle. Et donc, je veux dire, ces gens-là, ils ne nous voient pas, nous Français en l'occurrence, ils ne voient pas l'armée française comme une armée d'infidèles qui vient étouffer leur foi. Ils la voient comme éventuellement un soutien qui peut leur permettre de renouer avec ce qu'est leur tradition. Ils sont des pieux musulmans, mais des pieux musulmans réfractaires à cette tyrannie djihadiste. Oui. Je suis assez d'accord sur, en tout cas, ce point de vue, ce positionnement. Il faut savoir que le Mali, c'était d'abord des empires. Il ne faut pas oublier. On a eu l'empire du Ouagadougou, appelé communément l'empire du Ghana, et on a eu l'empire du Mandé. L'empire du Ouagadougou est tombé à cause justement des Almoravides. Donc certains d'ailleurs disent que l'histoire se répète. Je crois que l'islam malien n'est pas un islam de charia, n'est pas un islam de djihadistes. On peut dire que le gouvernement malien, en tout cas les gouvernements précédents, d'une part, ont affaibli l'armée de peur d'un putsch, mais le putsch est arrivé finalement, et que les islamistes, en tout cas, de toutes sortes, ont occupé l'espace pendant des décennies. Mais je crois que la pratique, en tout cas, du Malien, sa vision de l'islam est assez, est assez zen, si je pourrais. En tout cas, elle n'est surtout pas violente, ni armée. Elle n'est pas violente. Effectivement, les saints sont très importants pour nous. En tout cas, on ne veut pas. Les Maliens ne veulent pas de la charia. Et ça, profondément, il n'y a pas de pratique fondamentaliste. Voilà, ils feront tout pour avoir leur propre islam. Oui, Julien. Rapidement, quand Gao, on a appris que les groupes armés partaient de Gao, on a appelé nos observateurs sur place pour savoir comment ils réagissaient. Et la première chose que la personne nous a dite, c'est « Je suis sorti en plein milieu de la rue pour fumer une cigarette. Parce que j'en pouvais plus, de pas pouvoir faire ça. » Ce sont le genre de petites choses dont vous parlent les gens qui ont vraiment choqué les populations du Nord. Il y a un historique qui, je crois, sera retenu quand on analysera avec le recul cette crise. On évoquait tout à l'heure justement l'anémie de l'armée. Je crois que Amadou Toumani Touré, donc le président élu, en l'occurrence il terminait son second mandat, renversé le 22 mars 2012 par le putsch du pompier pyromane Amadou Sanogo, eh bien c'est quelqu'un qui a commis deux erreurs majeures. D'abord, il a fermé les yeux sur les trafics qu'évoquait Jean-Pierre Philippe tout à l'heure, en laissant une partie de sa hiérarchie militaire pactiser avec les trafiquants de toutes obédiences. Et puis, deuxième erreur, il a cru, alors là il y a de la candeur politique me semble-t-il, il a cru pouvoir acheter une sorte de paix illusoire avec les cellules djihadistes en leur concédant des sanctuaires très éloignés de Bamako, aux confins par exemple de l'Algérie. Et je crois qu'au-delà des griefs assez acides qui lui sont réservés aujourd'hui, sa responsabilité dans en quelque sorte la dévitalisation d'un État d'ailleurs très fragile dès l'origine, eh bien c'est là-dessus que ça porte.
On va revenir, merci infiniment Julien Pain d'avoir été avec nous. On va revenir sur les avancées récentes de l'armée française. Jusqu'où peut aller cette armée? Regardez. Une colonne de chars en patrouille de reconnaissance aux abords de Sévaré. Il y a encore 10 jours, les islamistes étaient aux portes de la ville. Désormais, c'est l'armée française qui contrôle le secteur. La mission ici est d'appuyer l'armée malienne afin de tenir l'aéroport de Sévaré. Défendre l'aéroport, revenez jusqu'ici à l'armée malienne. Pour voir si des renforts sont nécessaires, les militaires français viennent à sa rencontre. Ici, deuxième point de surveillance avec l'adjudant-chef. Une poignée de soldats aux uniformes dépareillés et qui avouent eux-mêmes ne pas être prêts pour le combat. Si on a du danger, on commence à fuir. Mais pour le moment, on n'a pas de danger d'âme. Le danger, nous disent-ils, peut tout de même venir d'une colline à quelques kilomètres de là. Les Français s'y rendent. C'est un point stratégique. La porte d'entrée vers le nord. Comme c'est un point haut, elle permet d'avoir d'excellentes, j'imagine, on va le voir, mais d'excellentes capacités d'observation et pourquoi pas de tir. Quelques minutes d'escalade et nous y voilà. Alors on vient rejoindre l'axe en goudron. Une vue dégagée, idéale pour surveiller les incursions venues du nord. On est capable d'identifier un véhicule à 3-4 km. On voit une colonne, ça ferait de la fumée, on la verrait à 10 km. Un point de vue intéressant. C'est une très belle position d'observation. Mais pour l'heure, il n'y a guère que ce tireur embusqué qui garde le secteur 24 heures sur 24, affirme-t-il. Non, quand même. Qu'un doute, il n'y a pas d'infiltration qui va venir quand moi je vais voir ça. Allez, on va redescendre. Un char français viendra tout de même en renfort, on ne sait jamais. Les obus sont prêts, même si la probabilité de voir l'armée française ouvrir le feu ici est extrêmement faible. Ces chars n'ont pas vocation, nous dit-on, à monter à l'assaut des positions djihadistes. Ils seront positionnés ici pour contrer une éventuelle nouvelle offensive des islamistes armés. Vincent Desportes, jusqu'où peut aller l'armée française? Est-ce que son avancée peut se poursuivre jusqu'à Bamako et plus loin? Jusqu'à Bamako, non, vers le nord, vous l'avez dit. Non, sûrement pas. C'est pas du tout son rôle. Autant le ministre de la Défense que le président de la République l'ont bien dit. On va s'arrêter, on va préparer. Ça a été dit clairement. Là, je voudrais, regardant votre reportage, montrer combien l'armée française est encore capable de faire face de répondre aux responsabilités de la France. Nous avons pu faire ça parce que la France, heureusement, n'était pas allée au bout des conclusions du dernier livre blanc et n'avait pas quitté tous ses points d'appui en Afrique. Aujourd'hui, la France l'a conservé, elle a été capable d'éteindre cet incendie, et c'est tout à fait important. Et j'espère qu'à l'avenir, les conclusions du prochain livre blanc ne vont pas diminuer les effectifs militaires français à ce point que la France ne soit plus capable de faire face à ses responsabilités historiques en Afrique et d'être une puissance à vocation au moins régionale dans toute cette partie de l'Afrique. Vous dites que les effectifs sont réduits quand même là. Comment? Vous dites que le nombre de soldats n'est pas important. Les effectifs sont réduits, mais regardez, en Afghanistan, on a engagé 4000 hommes. On aurait peut-être pu en engager 10 000. Les 10 000 hommes, pendant 10 ans, de l'armée britannique l'ont mis à genoux. Et donc, nous sommes une armée sans épaisseur stratégique. En rogner encore un tout petit peu fait que nous ne pourrions plus intervenir comme ça. Les Français doivent comprendre que la sécurité dans la ville de Paris, dans leur ville, se joue dans ce genre de théâtre. Et pour ça, on doit conserver un outil militaire capable d'intervenir où il le faut, quand il le faut. C'est encore possible. Ce ne sera pas forcément le cas longtemps si nous ne prenons pas garde. Si mes informations sont exactes, l'équipe chargée pour le prochain livre blanc de travailler sur la facette africaine a remis ces derniers jours l'ouvrage sur le métier parce que précisément la force des événements conduit à reconsidérer la sagesse des choix qui avaient été faits dans la version 2008 et conduisait effectivement à un désengagement certes en bon ordre mais qui privait l'armée française de ses points d'appui qui ont permis, par exemple, en moins de 24 heures, d'être opérationnels pour foudroyer l'avancée d'une colonne vers le sud. Sur l'appui à la France, notamment l'appui européen, les Britanniques là, se sont manifestés avec un appui logistique. Est-ce que ce cadre européen peut fonctionner sur le terrain? Est-ce que les forces françaises seront toujours en avant et le reste, ça sera du renseignement, de la logistique, des infirmières, des moyens Écoutez, notre ministre de la
Défense disait qu'il fallait une Europe de la défense de la preuve. Il attendait le Mali pour que la preuve soit faite que l'Europe de la défense existait. Pour l'instant, on ne voit pas venir cette Europe de la défense. En tout cas, on ne la voit pas sur le terrain. Et je crains que pendant un certain temps encore, on soit dans des accords de nation à nation et qu'on ne dépasse pas ce cadre. Ce que je regrette, c'était l'occasion ou jamais de montrer que l'Europe pouvait avoir un sentiment commun de la menace et agir de manière unie. On ne pouvait pas attendre des troupes au sol hier ou même aujourd'hui, mais en tout cas, on peut espérer que dans l'avenir, cette prise de conscience, et j'imagine que la prise d'otage d'Algérie y a contribué, que cette campagne va faire prendre en compte de la nécessité d'une défense européenne. Où en est cette conscience d'une guerre nécessaire entre ces organisations ou contre ces organisations terroristes telles AQMI? Est-ce qu'elle est toujours aussi vivace qu'au moment où les États-Unis parlaient de guerre globale contre le terrorisme, Jean-Pierre Filiu? Elle est malheureusement très vivace et je ne peux que le regretter car la militarisation de la mobilisation contre Al-Qaïda et les organisations similaires fait le jeu de ces organisations. Très souvent, nous n'avons pas le choix, et c'est le cas au Mali. Il faut savoir que chaque fois que nous allons sur le terrain militaire où ils nous attendent, nous renforçons leur discours et leur capacité de recrutement. Je m'explique très rapidement. Al-Qaïda sait parfaitement qu'elle est toujours extrêmement minoritaire dans les terroirs où les populations elle essaie de s'implanter. C'est d'ailleurs pourquoi elle essaie de s'implanter par la terreur, et une terreur dont on a vu les manifestations les plus abominables sous forme d'amputation, de supplices, mais aussi de destruction symbolique de sites, de monuments qui sont profondément ancrés dans la psyché collective des populations concernées. Mais il faut bien voir que pour Al-Qaïda, il y a l'ennemi proche, l'ennemi lointain. L'ennemi proche, l'ennemi musulman et l'ennemi stratégique. Ce que veut fondamentalement Al-Qaïda, c'est asservir les Maliens. Il est donc tout à fait normal que les Maliens le ressentent comme une agression étrangère, voire barbare. Parce qu'auparavant, l'ennemi proche dans la théorie d'Al-Qaïda, c'était les régimes impies du monde musulman. Or, on a vu qu'il y avait un certain nombre de changements. Des islamistes, entre guillemets, sont arrivés au pouvoir. Je vois que la presse occidentale qualifie ces djihadistes armés d'islamistes également. Oui. Et c'est là où on a un vrai problème de langage. Oui. À la fois quand on utilise indifféremment islamistes, djihadistes, terroristes. Qu'est-ce qu'il faut utiliser, Jean-Pierre Filiu? Djihadistes. Parce que si on dit terroriste, il faut quand même se rappeler notre histoire. Je veux dire, il n'y a pas si longtemps, un peu plus au nord, nous combattions des moudjahidines que nous désignions comme terroristes. Donc, quelles que soient les pratiques terroristes de ces groupes, nous ne pouvons pas ressusciter ces démons qui nous hantent, alors là pour le coup de notre passé colonial. Mais il y a tout un vocabulaire de guerre qui me paraît très inquiétant et surtout de guerre contre le terrorisme. L'administration Bush, avec les moyens colossaux qu'elle lui a alloués, a, au bout de 8 ans, dû dresser un constat d'échec de ce qui était là encore une chimère. On ne peut pas battre le terrorisme. Le terrorisme est une technique. Par contre, on peut se battre contre des organisations de type d'Al-Qaïda et il faut effectivement les défaire. Et c'est en désignant très précisément les objectifs, les cibles, qu'on peut espérer arriver à remporter des succès durables contre eux. Mais je reviens sur l'idée, excusez-moi, parce que les djihadistes sont dangereux aussi parce qu'ils ont une dialectique. Ennemi proche, ennemi lointain. Pour AQMI, l'ennemi principal, ce sont les Maliens. Mais pour arriver à triompher contre les Maliens, il faut attirer l'ennemi lointain, c'est-à-dire nous sur le terrain. Donc il faut savoir que ce qui se passe actuellement ne va pas forcément à l'encontre de ce qu'ils souhaitent, bien au contraire. En plus, si on est dans une guerre asymétrique, et ça a été rappelé, nous sommes actuellement dans des rapports de force entre combattants qui sont au fond assez peu asymétriques. Alors qu'on sait qu'il faut à peu près du 10-1, et même quand c'est cela en Afghanistan, ça ne se conclut pas forcément par une victoire durable. Pour rester sur le registre lexical, qui est évidemment essentiel, on se souvient d'Albert Camus, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Je voudrais attirer votre attention sur
le vocabulaire qui est en train de fleurir maintenant, y compris à Bamako. Et ce sera d'ailleurs un défi de plus pour l'armée française, au-delà des défis opérationnels. On parle aujourd'hui à Bamako de collabos, à propos de ceux qui sont complices réels ou supposés des occupants djihadistes. Il y a, et nous l'avons d'ailleurs révélé sur le site de l'Express, voilà 48 heures, des exactions confirmées maintenant dans la phase de reconquête dans la région de Sévaré, où, à l'évidence, des civils perçus comme des complices ou des djihadistes eux-mêmes ont été passés par les armes. Donc, il va falloir aussi que l'armée française soit très attentive à ce type de dérapage. Pourquoi ? Parce que, comme toujours, il faut penser le jour d'après, en l'occurrence ici la décennie d'après. Et il faudra bien un jour que les Maliens se retrouvent ensemble, du Nord et du Sud, pour essayer de faire ce qui n'a jamais été fait depuis les premières rébellions Touareg de 1916-1917 et les épisodes plus récents, 1963 et début des années 90, c'est-à-dire de s'inventer une histoire commune. Car aujourd'hui, on vous dit « Ah, mais attention, les peaux rouges », ce qui est une façon évidemment ironique de désigner les Touaregs, ou les teints pâles n'ont pas leur place, etc., etc. Et il y a des amalgames qui font que, par exemple, pour certains, et notamment les miliciens dits patriotiques supplétifs de l'armée malienne, tout Touareg, tout Tamashek, par définition, est un complice actif des djihadistes. Et on ne pourra pas reconstruire ce Mali si faible, si anémié, si on reste sur ces fantasmes collectifs-là. Mme Stéphane, je vous donne tout de suite la parole. Ouais, vous avez remarqué Je dirais que par rapport à votre intervention, notamment sur les ennemis proches et les ennemis lointains, c'est vrai qu'un des premiers ennemis qu'en tout cas les djihadistes ont retrouvé sur leur chemin, notamment à Gao, il y avait les groupements d'autodéfense, Gandako et Gandaizo, qui ont été démilitarisés en 91 et par la suite encore. Et c'est vrai que c'était des gens qui connaissaient très bien le terrain. Et tout de suite, d'ailleurs, une des premières attaques des djihadistes, ça a été de couper la tête du chef de ces mouvements, notamment au niveau de Gao. Et pour en revenir à ce que disait monsieur, notamment sur le fait qu'il fallait absolument les combattre, on se rend compte que au niveau de ces djihadistes, il y a également des Français. Une très très petite minorité. Il y en a. Est-ce que parmi les franco-maliens de deuxième génération, certains ont été tentés de partir se battre? J'en connais pas. Oui. Je n'en connais pas, au moins, enfin... Parce que d'après les experts, il y a une quinzaine de franco-maliens qui seraient partis. Oui, mais il y a une quinzaine de franco-maliens. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, je ne les connais pas. Oui. Et les franco-maliens, en tout cas, que je connais, seraient plus en soutien de l'armée malienne ou de l'armée française que de l'autre côté. Très bien. Il y a une idée ici qui apparaît sur laquelle je voudrais insister, c'est sur le fait qu'évidemment, il n'y a pas de solution militaire à l'affrontement actuel. D'abord, il y a deux choses qui sont très différentes. Il y a le problème djihadiste et il y a le problème Touareg. Ce sont deux problèmes différents et on ne peut pas régler les deux à la fois, il faudra les régler séparément. Ce qui importe dans une guerre, c'est pas la bataille, on est en train de faire une bataille. Ce qui importe dans une guerre, c'est la paix qui la suit. Et cet état de paix doit être meilleur que le précédent. Et donc, vous signaliez en début d'émission que la guerre serait très longue. Cette guerre, c'est longue, mais dans la guerre, on a la paix. La guerre, c'est pas la bataille. Quand Clémenceau dit la guerre est une affaire trop sérieuse pour être aux militaires, c'est parce qu'il sait bien qu'au fond, il y a la paix derrière et que cette paix doit être construite. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'au-delà de l'action militaire, il y aura effectivement dans le temps long un travail de développement, un travail humanitaire, etc., qui est absolument fondamental si on veut que le problème auquel nous faisons face aujourd'hui ne se reproduise pas à l'avenir. Il y a plusieurs lignes d'opération. La ligne d'opération en est une, c'est la plus importante aujourd'hui, mais progressivement, elle devra évidemment laisser la place à d'autres lignes d'opération qui seront fondamentalement civiles. Civiles et diplomatiques, Jean-Pierre Filiu, est-ce que la France travaille avec les autres pays limitrophes, notamment l'Algérie, pour trouver des solutions à cette présence djihadiste sur le terrain ? Bien, je crois qu'aujourd'hui, et c'est tout à son honneur, la diplomatie de François Hollande est pleinement mobilisée par le dossier malien sur tous les continents. J'avais eu le privilège d'accompagner le président de la République lors de sa visite d'État en Algérie le mois dernier, et ça avait été un moment très important, non pas pour préparer la situation actuelle qui a été imposée aux deux pays par les djihadistes, mais pour faire converger justement les visions du problème malien entre d'un côté la France qui souhaitait effectivement mettre fin à cette fixation djihadiste et l'Algérie
qui craignaient la réédition au fond d'une crise de type libyen. Donc on voit bien aujourd'hui, même, et si j'ose dire encore plus après la tragédie d'Inanemas, que Paris et Alger sont complètement en phase. Mais il y a d'autres capitales, évidemment les capitales africaines qu'il faut mobiliser. La Libye, on a l'impression qu'on l'a totalement oubliée alors que la situation ne semble pas stabilisée sur le terrain. Puisqu'on dit que les armes de ces djihadistes peuvent venir de Libye, que certains d'entre eux viennent de Libye, et on n'entend absolument pas parler de contacts diplomatiques, de travail sur le front libyen. Si, il y a eu des contacts. D'ailleurs, la Libye est sans doute, avec l'Algérie, un des rares États arabes à soutenir sans réserve l'opération française actuellement. Je crois qu'il faut faire attention sur les logiques de transfert. J'ai rappelé les strates, les développements. Kadhafi serait resté au pouvoir, nous allions vers une crise de ce type au Mali de toute façon. On ne peut pas dire que tout était pour le mieux dans le meilleur des mondes au Mali jusqu'à ce que d'horribles choses se passent dans le pays voisin. Je crois que c'est important pour comprendre le problème, c'est important aussi pour tirer les bonnes leçons de l'engagement en Libye. Nous avons eu raison d'aller en Libye pour aider les révolutionnaires libyens à renverser un régime abject, et nous avons eu raison de ne pas aller au sol et de ne pas nous ingérer dans ce qui est fondamentalement une lutte pour l'autodétermination. Nous avons raison de ne pas aller en Syrie, ce serait un autre débat. Mais... Ça, c'est un autre débat. Je crois que de toute façon, personne ne nous demande d'aller en Syrie, mais les Syriens aimeraient bien qu'on les aide de manière un peu plus substantielle dans une guerre qui n'est même plus asymétrique. Personne n'avait demandé d'aller en Libye non plus. Ah si. Les révolutionnaires. Les révolutionnaires, et les révolutionnaires syriens le font également. Non, ils ne demandent pas d'intervention étrangère. Non. Vincent Desportes. Je ne suis pas exactement d'accord avec Jean-Pierre Siliou sur ce point. Certes, le terreau était en place pour que cette crise arrive au Sahel, mais elle est quand même une conséquence. Aujourd'hui, elle est quand même une des conséquences de la guerre en Libye. Nous aurions pu aller au Mali différemment, dans une autre crise, mais nous n'y serions pas aujourd'hui si nous n'étions pas allés en guerre en Libye il y a 1 an et demi. Ce qui a mis le feu aux poudres, ce sont les 3 ou 4 000 Touaregs surarmés de l'armée libyenne qui ont aidé à la conquête de la zone nord du Mali, et d'autre part les millions d'armes qui ont été répandues dans le Sahel et qui sont venues renforcer la puissance militaire des mouvements djihadistes. Donc on est bien dans une conséquence directe. Ce que je veux dire par là, c'est que nous nous sommes lancés dans la guerre en Libye et nous ne l'avons pas contrôlée, parce qu'on ne peut pas contrôler depuis la 3e dimension une guerre qui se gagne forcément au sol. C'est-à-dire que nous n'avons fait que la moitié du travail en Libye. Nous avons fait la première bataille, nous n'avons pas été contrôler les conséquences de la bataille, ce qui a entraîné cette guerre au Mali. Donc cette fois-ci, on doit aller jusqu'au bout, on doit aller au sol, on doit contrôler les conséquences de notre intervention. Sinon, c'est des boules de billard. D'où la longueur de la présence que vous prévoyez. On doit aller au bout de la guerre, et au bout de la guerre, il y a la paix, on doit aller jusque-là. C'est la responsabilité de l'État qui s'engage dans la guerre. Nous ne l'avons pas fait en Libye. Il y a certes des interactions géopolitiques qui viennent d'être rappelées, mais n'oublions pas les facteurs endogènes. L'insigne faiblesse des structures étatiques du Mali sont effectivement l'une des causes aussi de ce délitement. On parlait tout à l'heure des déficits de développement au nord, mais il est clair que des cas comme cela font de vous un étatiste forcené, parce que vous n'aviez pas véritablement d'administration efficace, vous aviez une suspicion historique entre les communautés, etc., etc. Et donc le Mali, dans le contexte tumultueux qu'on vient d'évoquer, était d'autant plus vulnérable qu'il n'avait pas, lui, sécrété les anticorps étatiques, les vertueux en l'occurrence, qui auraient au moins permis d'avoir une ossature administrative, etc., et une armée. Si le capitaine Sanogo peut déposer, comme il le fait à Amadou Toumani Touré en mars, puis ensuite congédier comme un domestique Cheikh Modibo Diarra, Premier ministre désigné avec l'aval des instances ouest-africaines, c'est bien qu'on est dans le grand néant administratif et étatique. Mais si toutes les institutions, tous les pays où les institutions sont faibles allaient entraîner l'invasion de djihadistes armés, il y aurait beaucoup d'États africains dans la même situation. De toute façon, la faiblesse de l'État, au sens strict du terme, est une des maladies infantiles de la démocratie africaine. On se heurte très souvent parce que nous avons cette sorte de défiance pour l'État qui est le plus froid de tous les monstres froids. Non, et il y a cette déficience-là qui ouvre des espaces formidables aux aventures idéologiques et politiques qu'on évoque ici. C'est pour ça que la sécurité en Corée passe bien par le Zambèze à un moment donné.
Jean-Pierre Filiu, dernier point sur les prises de position récentes concernant la guerre au Mali et plus précisément l'intervention militaire française au Mali. Position du président égyptien, position du gouvernement tunisien, ces pays du printemps arabe qui contestent l'intervention française. Quelles conséquences selon vous? Déjà, il faut comprendre que dans des régimes beaucoup plus sensibles à leur opinion publique, eh bien, la politique étrangère est avant tout de la politique intérieure. On trouve ça normal dans nos sociétés. Je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas le cas en Égypte ou en Tunisie après la chute des dictateurs. Ce sont des pays peut-être très proches de la France? Dans le cas de l'Égypte, parce que ce qui est frappant de voir, c'est qu'il n'y a pas une position unifiée, c'est-à-dire que même du côté, mais même officiel, même du côté islamiste, on voit au fond qu'un islamiste libyen, il est libyen avant d'être islamiste. Même chose pour les Égyptiens, même chose pour les Tunisiens. Donc on a un président égyptien, frère musulman, qui pense avant tout aux prochaines élections et qui effectivement fait une très mauvaise manière à la France et à ses partenaires africains en critiquant l'opération du Mali. En Tunisie, c'est plus compliqué. On voit qu'il y a eu des manifestations qui sont menées par les salafistes, qui sont donc engagés très activement, très brutalement contre ce gouvernement majoritairement islamiste, qu'il y a eu des piratages de sites Facebook par des hackers salafistes tunisiens. L'Internet n'est pas un domaine réservé de sympathiques blogueurs laïcs et progressistes. Il y a aussi des horribles salafistes et des encore plus horribles djihadistes. Mais on voit bien qu'en Algérie, par exemple, le soutien est très important. Et on voit que dans le Golfe, il y a un silence assourdissant. Parce que justement, on est confronté aux contradictions même d'une certaine forme d'expansion de l'islamisme par ces régimes. Mme Schiappa, pour terminer, vous vous organisez depuis la France pour soutenir vos concitoyens au Mali à travers votre association? On s'organise déjà à travers des manifestations. On a eu un certain nombre de manifestations. Il y en a eu une le 19, il y en a une le 26 prochain, justement, avec tous les parlementaires français, comme M. Razi Hamadi, la maire de Montreuil, ainsi que M. Harlem Désir. Dans le cadre d'un soutien à la France aussi à son intervention. Dans le cadre d'un soutien à la fois à la France et un soutien aux forces maliennes, tout simplement, pour faire le job. Merci infiniment, merci Jean-Pierre Filiu, merci Vincent Desportes, merci à Mme Schiappa et merci Vincent Hugeux. Vous retrouvez ce débat sur Internet, évidemment, plus.fr, francetv.plus.fr pour le revoir et les réseaux sociaux pour commenter ce débat la semaine prochaine. Merci, au revoir.